7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Liselotte Dutreuil. Chers auditeurs, on ne parle plus que de ça, le score éclatant du Rassemblement national lors du dernier scrutin, celui médiocre de la majorité présidentielle, la réaction inattendue d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale, l'appel à un front pseudo-républicain du centre à l'extrême gauche, l'appel aussi à une entente de la droite, lancée ça et là par des figures patriotes. Et dans tout ce remue-ménage, l'avenir est encore trouble et nous ne sommes pas à l'abri des rebondissements politiques pour notre salut ou notre perte. Prenons alors un peu de hauteur pour analyser la seule certitude, le seul élément tangible qui transparaît dans cette crise. Le peuple français est fracturé. Vous le saviez peut-être déjà, chers auditeurs, puisque sur nos ondes, nous avons la chance de recevoir des personnes particulièrement éclairées qui le martèlent depuis des années. Mais aujourd'hui, même l'aveugle volontaire ne peut plus le nier. Les chiffres sont implacables. Jordan Bardella arrive en tête sur tout le territoire, à l'exception de la région parisienne. Et forcément, l'on s'empresse de dénoncer ce bastion du pouvoir qui représente désormais une élite bourgeoise hors sol. Avec nous pour parler de cette fracture, Jean-Yves Le Gallou, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ancien député européen, président de Polémia, animateur d'Immédiat sur TV Liberté, cofondateur de l'Institut Iliade. Et puis nous sommes accompagnés de Rémi Tell également. Bonjour Rémi. Bonjour. Alors vous êtes cofondateur du collectif Peuple Libre, auteur de 3 ouvrages, Vaincre le Covidisme, Paroles révoltées et La chute de Prométhée. Puis récemment, on vous a reçu pour ça à l'encre du néant. Merci beaucoup d'être parmi nous. Merci à tous les deux. Alors pour commencer, est-ce que nous pouvions réellement prédire une telle victoire ou du moins son ampleur? Je vais commencer par vous, Jean-Yves Le Gallou, et puis je vous poserai la même question, Rémi Tell. Je pense que l'ampleur, effectivement, du succès est important. Dans une élection, il faut comparer les résultats électoraux, non pas aux sondages, non pas aux autres élections, mais à l'élection comparable. Et donc l'élection comparable à ces européennes de 2024, c'est les européennes de 2019. À ces européennes de 2019, M. Bardella avait réuni 23% des suffrages. Cette fois, il réunit 31,5% des suffrages, donc c'est une progression importante, et c'est une progression à laquelle on est tout à fait en droit d'ajouter les 5,5% de Marion Maréchal, qui sont quand même sur un créneau politique tout à fait évident, tout à fait voisin, et on arrive donc à 37%. Donc de 23% à 37%, c'est incontestablement une progression très fort. Rémi Tell, est-ce que l'ampleur de la victoire du Rassemblement national vous a surpris? Non, c'est assez logique, Liselotte, au terme de cette année d'ébullition politique favorisée par un macronisme particulièrement arrogant. Je veux juste dire à votre antenne que c'est quand même une très bonne nouvelle, cette dissolution de l'Assemblée nationale, parce qu'elle va donner un coup de frein, mais porter un coup d'arrêt quand même à la dérive à la fois totalitaire et guerrière du pouvoir. On discutait il y a quelques semaines encore de la possibilité d'une confrontation directe avec la Russie. Dans l'indifférence quasi générale, on débattait au Parlement il y a quelques jours encore de textes aussi graves que la légalisation de l'euthanasie, y compris pour motif psy. Tout ça s'éloigne. Et donc c'est une très très bonne nouvelle pour la France. Quoi qu'il arrive après, on va peut-être pouvoir reprendre un débat politique un peu plus normal, loin de cette grande folie et de cette grande transgression permanente qu'on connaît maintenant depuis 2017. Écoutez, messieurs, c'était une très courte introduction. Je reviens vers vous dans un instant. Il est presque 8h. On fait un rapide tour par l'actualité avec Adèle Rosner. Ligne droite. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Ici, c'est confortable. La table ronde. Alors messieurs, vous avez probablement vu passer ces cartes et le résultat est sans appel. Nous le disions, une France bleu marine et un petit noyau parisien qui résiste. Comment avez-vous interprété ce qui semble être donc une fracture, Jean-Yves Le Gallou? Et c'est très clair qu'il y a une fracture entre l'ensemble du pays, ce qu'on peut appeler la France profonde, et les centres-villes.
et des centres-villes. Alors bien sûr, dans les centres-villes, il y a les départements de la petite couronne parisienne. Il y a Paris, le Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine. Je signale quand même qu'il y a une ville des Hauts-de-Seine où Jordan Bardella est sorti en tête. C'est la ville du Plessis-Robinson, qui a d'ailleurs un maire qui fait un urbanisme tout à fait exceptionnel. C'est un très bon maire, un maire de droite. Et c'est la seule ville des Hauts-de-Seine qui est en bleu marine en ce moment. Voilà, c'est une petite exception. On peut d'ailleurs ajouter à la région parisienne les centres-villes des grandes métropoles régionales, comme Nantes par exemple, où toutes les listes de gauche sont en tête dans ce qui est en train de devenir une ville woke, où il va bientôt devenir aussi difficile de vivre que dans certains États ou certaines villes américaines totalement wokistes. Enfin, pour le moment, il rencontre encore un certain nombre d'électeurs. Donc je crois qu'il y a d'un côté la France profonde et de l'autre, eh bien, les centres-villes, les urbains des centres-villes, qui sont un peu une classe sociale esclavagiste, puisque ce sont les principaux utilisateurs de services dire Uber Eats, dont les Uber pour les transports, c'est-à-dire qu'ils vivent de l'exploitation d'une main-d'œuvre clandestine, précaire et mal payée. C'est sans doute ce qui fait d'eux de véritables hommes aux femmes de gauche. Voilà. On peut aussi signaler quand même dans les nouvelles relativement significatives les résultats de deux communes, Crépol, oui, où le jeune Thomas avait été tué à la suite d'une agression venue de la banlieue de Romans-sur-Isère lors d'un bal de campagne. Eh bien, à Crépol, le total Bardella, Marion, Maréchal atteint près de 50%, comme à Belabre ou à Calac, qui sont des petites villes menacées par l'installation de foyers de clandestins. Ce sont des chiffres tout à fait significatifs, tout à fait intéressants, même si on peut déplorer qu'il y a encore 50% de gens pour voter autrement dans ces communes-là. Rémi Tel, une réaction sur cette fracture que nous décrit Jean-Yves Le Gallou entre la France profonde finalement et la France urbanisée? Je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Jean-Yves Le Gallou. Il y a cette scission aujourd'hui entre des personnes qui se perçoivent comme gagnantes de la mondialisation sauvage et puis le reste du pays majoritaire, et qui a fait l'union d'une certaine façon contre Emmanuel Macron. Et Jordan Bardella parvient en tête dans 94% des communes de France. Emmanuel Macron fait aujourd'hui l'unanimité contre lui. Vous voyez, moi je vote aujourd'hui dans un petit village du Tarn qui est traditionnellement plutôt de centre-gauche, voire gauche-rouge, et Jordan Bardella y est arrivé assez largement en tête. Et donc peut-être que Emmanuel Macron est en train de ressouder les fractures du pays contre sa personne, même si lorsqu'on fait le compte du bloc de centre, d'extrême centre, en ajoutant les voix de Valérie Ayé et de Raphaël Glucksmann, on se retrouve quand même avec quasiment 30% aujourd'hui du corps électoral, ce qui est loin d'être négligeable. Et puis, à gauche, une réaction particulièrement violente au résultat de dimanche, qui dit aussi quelque chose de l'évolution de la société française et de la coexistence des visions du monde devenues aujourd'hui quasiment irréconciliables, au point de précipiter une partie de cette gauche dans les rues hier pour commettre des violences contre des commerces supposés patriotes, contre des bâtiments publics. Donc ça, c'est aussi un signe des nouvelles fractures françaises. Alors,
on parle de ces territoires fracturés, de cette bourgeoisie urbaine finalement assez hors sol, mais on retrouve également les territoires perdus de la République avec une grande majorité de population immigrée. Alors s'il y a bien une fracture sociologique qui pourrait, on se posera la question, éventuellement se résorber ou du moins s'amoindrir, est-ce qu'il n'y a pas aussi la naissance d'une fracture véritablement ethnique qui s'inscrit plus profondément encore? Rémy Tel. La fracture ethnique, elle existe en profondeur. Elle a été électoralement cultivée par LFI, parce que la manière dont la question du conflit israélo-palestinien a occupé le débat politique est tout à fait excessif. C'était des élections européennes, ce n'était pas des élections sur le Proche-Orient, mais ça a été absolument mise en avant par Mélenchon et par LFI, précisément pour mobiliser l'électorat ethnique des banlieues. C'est un électorat qui d'habitude se désintéresse des élections européennes, et Mélenchon les a intéressés à cette élection, et LFI les a intéressés à cette élection en faisant de la guerre israélo-palestinienne, de l'affaire de Gaza, le centre du débat, en tout cas le centre du débat du point de vue de son électorat, de l'électorat qu'il souhaitait mobiliser, et ça a plutôt bien marché, effectivement, puisque il y a eu une mobilisation relativement importante dans les banlieues, précisément à raison de cette identification, en quelque sorte, des minorités ethniques arabo-musulmanes à la question palestinienne. Donc, le clivage ethnique, il existe, et il a été renforcé pour des raisons de stratégie électorale. Donc il faut reconnaître qu'elle a été plutôt efficace, puisque là aussi, il faut comparer les élections de 2024 à celles de 2019 pour les élections européennes, et le parti de Mélenchon est passé de 6,9% à près de 10%. Donc la stratégie a été efficace. La stratégie ethnique, la mobilisation d'un vote ethnique a été efficace. Rémy Tel, plutôt qu'une fracture, on fait face finalement à des fractures à divers niveaux. Vous pouvez nous parler, vous, de cette fracture ethnique? Vous la considérez également? Oui, alors je crois que le vote de dimanche traduit en fait un état d'insécurité un peu global de nos compatriotes sur le plan économique, sur le plan existentiel, à l'heure où il faut justifier d'être un homme ou d'être une femme, et y compris aussi sur le plan évidemment ethnico-culturel, avec cette gauche insoumise qui souffle sur les braises de la guerre civile, tout simplement. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, et je crois que le reste de la gauche d'ailleurs se déshonore en allant fabriquer cette alliance dite de Front populaire. Je crois que le Front populaire aujourd'hui se trouve assurément pas du côté de cette gauche qui, à la fin des fins, reste quand même minoritaire dans le pays et qui n'existe que par ces démonstrations particulièrement virulentes, et notamment dans les rues, dans les médias. Mais je crois que ça n'a pas suffi à convaincre les Français. Et aujourd'hui, le peuple français aspire à autre chose. Je ne sais pas dans quelle mesure l'alliance qui semble se dessiner à droite sera capable d'y répondre. Premièrement, parce qu'elle est incomplète. Deuxièmement, moi, je m'inquiète quand même, pour tout vous dire, de cette espèce d'opération de recyclage des Républicains dans le Rassemblement national. Il me semble que les Français ont envoyé un message très clair, c'est celui qui se débarrasser de la caste qui a mis notre pays à genoux. Si c'est pour faire du neuf avec du vieux, alors l'espoir de dimanche sera douché. Et ça peut aussi raviver des fractures préexistantes dans notre société. Donc je crois qu'on est dans un moment là particulièrement
éruptif, a fortiori à l'approche des Jeux Olympiques. Le délai de convocation des élections législatives est quand même particulièrement court, et donc le débat sera de toute façon escamoté. J'espère que nos compatriotes sauront saisir cette chance, et j'espère que les formations politiques aujourd'hui en responsabilité, et je pense notamment au Rassemblement national, sauront aussi saisir cette chance et ce moment d'histoire pour permettre à la France de recoudre un petit peu ses plaies. Jean-Yves Le Gallou, vous croyez, vous, à cette union des droites, incluant potentiellement les Républicains ? Je pense qu'il y a 3 blocs politiques aujourd'hui. C'est toute la difficulté du jeu politique. C'est un peu l'échiquier de Machiavel, 3 blocs politiques. Il y a le bloc de l'extrême gauche, voilà, qui s'est uni dans ce qu'ils appellent le Front populaire, qui est un mélange de front immigré et de front bourgeois, mais qu'ils appellent Front populaire, c'est le premier bloc. Le deuxième bloc, c'est le bloc de l'extrême centre, c'est le bloc macroniste, le bloc mondialiste, le bloc immigrationniste aussi, et le troisième bloc, on va dire que c'est le bloc national. Alors, la question de LR, c'est que je crois qu'ils vont passer à la centrifugeuse, parce que certains vont être attirés par l'extrême centre, et d'autres vont de fait rejoindre ou rallier, c'est en tout cas une hypothèse qu'on ne peut pas écarter complètement, le bloc national. Voilà. Mais il y a ces 3 blocs qui vont s'opposer. Je voudrais faire deux remarques complémentaires de différentes natures. La première chose, c'est que contrairement à ce qu'on peut penser, ou ce qu'on pourrait penser, l'alliance à gauche, l'union de la gauche, l'union autour du Front populaire, est plutôt une bonne chose pour les candidats de droite nationale. Pourquoi ? Parce qu'il sera plus facile dans un deuxième tour pour un candidat de la droite nationale de l'emporter face à la gauche et à l'extrême gauche que face à l'extrême centre. Et donc le fait qu'il y ait un candidat unique de la gauche partout, ou à peu près partout, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les candidats nationaux. Le deuxième remarque que je voudrais faire, qui est moins importante, mais qui est quand même significative. On nous bassine en permanence sur l'état de droit. Vous savez, on est dans l'état de droit, c'est très bien. L'état de droit, ça a différents sens. Et notamment, l'un des sens de l'état de droit, c'est la hiérarchie des normes. C'est-à-dire que la Constitution est supérieure à la loi et la loi est supérieure au décret. Eh bien là, le décret de convocation que le gouvernement vient de sortir pour les élections législatives est tout à fait en dehors de l'état de droit, puisque c'est un décret qui ne respecte pas une loi. Si la loi était respectée, les élections devraient avoir lieu le 7 et 14 juillet et non pas le 30 et le 7 juillet. Eh bien là, en l'occurrence, l'état de droit, dans son sens le plus formel, c'est-à-dire le respect de la hiérarchie des normes, on s'assoit dessus. Voilà. Et donc finalement, Emmanuel Macron, une fois de plus, se met dans une posture assez impériale où il choisit de reprendre la main et d'imposer lui-même son agenda. Alors pourtant, on aurait pu penser que justement, avec cette dissolution, il y a une vague tentative de reconnecter avec le peuple, de père sage qui choisit de lui redonner la parole à ce peuple qu'il a tant bafoué ces dernières années. Est-ce que vous pensez que ça aurait pu justement être une interprétation de cette décision, Jean-Yves Le Gallou ? Je crois que c'est surtout une décision narcissique, parce que fondamentalement, Macron, c'est un mélange de narcisse et de docteur Folamour, et qu'il remet le projecteur sur lui-même, alors qu'il aurait pu constater que les élections européennes, c'était les élections européennes et on essayait de continuer comme avant. Il s'est remis en scène au centre du débat. Il va se mettre en scène au centre de l'élection législative. Et c'est évidemment une très bonne nouvelle pour les candidats de la droite nationale, parce que Macron suscite un vote de rejet. Et c'est vrai que dans les 37% dont j'ai parlé du total, Bardella, Marion Maréchal, il y a aussi le vote de mobilisation, de rejet contre Macron. Et là, il va prendre lui-même la direction de la campagne législative
il n'y a pas de raison que le rejet s'arrête. Rémi Tell, comment vous avez interprété cette volonté de dissolution d'Emmanuel Macron? Quel est le message qu'il a envoyé à ce peuple apparemment déçu de sa politique, puisqu'encore une fois, c'est un peuple qui a voté majoritairement en faveur des partis d'opposition? C'est un geste infantile, heureux pour la France, je le répète, une excellente nouvelle pour notre pays, mais qui est là le produit de la psychologie très contrariée d'Emmanuel Macron, qui, tel un enfant privé de son jouet, décide de le casser. C'est ça qui s'est passé dimanche. Visiblement, cette décision n'avait pas été anticipée. On a senti le président très, très ému par le geste qu'il allait commettre. Donc, je crois que c'est un signe supplémentaire de la dangerosité de cet homme pour notre pays. Et en témoigne, et ce qu'a dit Jean-Yves Le Gallou est extrêmement important, effectivement, ce décret de convocation des élections législatives illégal, pris de façon illégale, avec une conséquence directe sur l'élection, c'est-à-dire que les formations politiques devront présenter leurs 577 candidats d'ici à vendredi, ce qui laisse quand même peu de temps pour aller parler aux uns et aux autres, pour s'organiser dans les différents départements. Donc on a à la fois une grande chance pour la France, et là pour le coup c'est le cas de le dire, c'est de mettre un coup d'arrêt à cette folie extrême centriste, mondialiste et criminelle. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je parlais du projet de loi euthanasie tout à l'heure, et en même temps avec une sorte de hold-up démocratique où les élections ne sont même plus convoquées en temps et en heure. Et pour la deuxième ou la troisième fois, on observe ça depuis les régionales 2021, on a assisté là lors du scrutin à un certain nombre de défaillances avec des Français qui n'avaient pas reçu les professions de foi, avec des bulletins de vote qui n'étaient pas présents sur les tables alors qu'ils avaient été reçus dans les bureaux. On estime, j'entendais des estimations, qu'à peu près un tiers des Français n'ont pas pu voter dans des conditions normales, ce qui signifie que le pouvoir ne prend même plus la peine d'organiser des scrutins qui soient au-dessus de tout soupçon, et c'est évidemment signifiant quant à sa conception de l'exercice démocratique et du débat démocratique. C'est à nouveau un argument supplémentaire de l'urgence de la situation et de l'impérieuse nécessité de se débarrasser du macronisme. Mais effectivement, dans l'ébullition des dernières heures, on oublie ce scandale que rappelle Jean-Yves Le Gallou, à savoir que la convocation des élections législatives n'est même pas conforme à la loi française. Oui, effectivement. Bon, malgré ce point important qui mériterait une interview à part entière, j'en reviens à notre thème, celui des fractures. On en a déjà 3, les fractures politiques avec ces 3 blocs dont nous parlait Jean-Yves Le Gallou. On a ces fractures ethniques, cette fracture sociologique. Est-ce qu'on pourrait également parler de fractures générationnelles? On a vu énormément de vidéos de jeunes en larmes sur les réseaux sociaux, notamment, expliquant qu'ils avaient peur en l'avenir. Jean-Yves Le Gallou, est-ce que d'un point de vue générationnel, il y a également une fracture? Oui, alors, d'abord, il faut relativiser les choses. En 2002, quand Jean-Marie Le Pen avait été présent au deuxième tour de l'élection présidentielle, la génération des 18-24 ans avait voté pour lui à hauteur de 8%, c'est-à-dire très peu. Aujourd'hui, cette même génération, 20 ans après, a voté près de 40% pour Bardella et Marion Maréchal. Donc la fracture s'est un peu résorbée. Ce qui est sûr, c'est que les jeunes générations sont soumises à une pression de propagande considérable de la part de l'éducation nationale, d'une éducation nationale qui n'enseigne plus l'esprit critique, donc elles peuvent être effectivement plus facilement manipulées.
que d'autres. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi une fracture ethnique, puisque la jeune génération comporte une part plus importante de jeunes issus de l'immigration que les autres générations. Ça, c'est une première donnée. Et puis, on retrouve effectivement le même phénomène de bourgeoisie urbaine. La jeune génération qu'on voit, dont vous parlez, c'est la jeune génération des bourgeoisies urbaines, de Sciences Po ou des grands lycées parisiens. C'est pas la jeunesse de Crépol ou de Bellabre. Rémy Tel. Oui, je suis d'accord avec ça. Je crois que pour le coup, la fracture se fait plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on a une jeunesse qui est aujourd'hui pas complètement acquise, mais qui est quand même assez largement acquise au camp national, ce qui n'était évidemment pas le cas il y a quelques décennies, et on ne peut que s'en féliciter. C'est pas la jeunesse qu'on voit dans les médias de grand chemin, c'est pas la jeunesse qu'on voit sur le plateau de quotidien, mais c'est la jeunesse de France, et elle s'est portée majoritairement sur le camp national, que ce soit sur Jordan Bardella, Marion Maréchal ou les plus petits candidats, les candidats souverainistes par exemple. Et donc ça, c'est quand même plutôt un facteur d'espoir pour notre pays. Et avec, à l'inverse, un bloc bourgeois solidarisé autour du président de la République, et qui est aussi dans une logique d'intérêt, j'ai presque envie de dire d'intérêt de classe, et notamment on observe que comme l'électorat retraité a permis depuis 7 ans maintenant le maintien au pouvoir d'Emmanuel Macron. Désolé de revenir sur les Républicains. Marine Le Pen rappelait d'ailleurs à juste titre, il y a une semaine, que les Républicains avaient sauvé 33 fois la Macronie au cours des 2 derniers quinquennats, pour une raison très simple, c'est que l'électorat des Républicains, ce sont les retraités. Et que les retraités plébiscitent toujours l'ordre au pouvoir, parce qu'il est garant de leur épargne. Et donc, j'en reviens à ma marotte. Je pense que il faut vraiment faire attention là, dans les jours qui vont venir aux coalitions qui se dessinent, parce que on peut aussi avoir dans le camp national des coalitions contre nature au moment où nous nous trouvons en position de force, et où il est donc possible, par exemple pour le Rassemblement national, de dicter ses conditions au système sans se laisser dicter la formation d'un futur gouvernement par le dit système. Donc oui, à une union nationale, il faut qu'elle soit la plus complète possible, en incluant ceux qui, depuis des années, lancent l'alerte sur la confrontation avec la Russie, sur l'apartheid qu'ont vécu nos concitoyens durant le moment du Covid. Je crois que si cette alliance-là n'était pas complète, alors elle serait tout simplement pas conforme au choix des Français. Et puis attention à ne pas recycler le vieux système, parce que les Français se sont érigés contre ces gens-là, et ce serait une forme de trahison en fait de les blanchir aujourd'hui sous l'étiquette du Rassemblement national. Cet entretien arrive à sa fin. Messieurs, une dernière question. Je vous demanderai de répondre en quelques secondes, même si ça mériterait des heures de débat. Face à toutes ces fractures qui morcellent la société, est-ce que vous pensez que demain, la France peut espérer retrouver un peuple à peu près uni? Jean-Yves Le Gallou, en quelques mots, et puis Rémy Tel, vous pourrez conclure également en quelques mots. Je crois qu'il y a à minima 2 peuples. Il y a le peuple français, il y a le vieux fond gaulois, oui, qui peut-être retrouver un peu d'unité. Et puis, il y a ceux qui sont venus d'ailleurs et qui, globalement, sauf un petit nombre, sauf une petite minorité, sauf des cas particuliers, ne s'assimilent pas. Donc, il ne faut pas rêver à une impossible unité. Aujourd'hui, il y a peut-être 2 peuples sur le territoire français.
Le peuple premier, si je puis dire, le peuple d'origine, le peuple gaulois, et puis ceux qui sont venus d'ailleurs et qui, pour l'immense majorité d'entre eux, en tout cas pour ceux qui viennent d'Afrique ou du monde arabo-musulman, ne souhaitent pas, ne veulent pas ou ne peuvent pas s'assimiler. Voilà, ça, il faut constater ça. C'est pas la peine de se bercer d'illusions. Ouais. Rémi Tel, en quelques secondes, si vous pouvez. En quelques secondes, et pour terminer sur une note positive, je crois que ce sera le grand apport des élections prochaines et de la recomposition du paysage politique français, à savoir qu'elle nous sort de l'actualité quotidienne et des scandales quotidiens qui méritaient bien toutes nos indignations, pour permettre de travailler sur le front et sur le redressement de la France. Voilà. Et donc je pense que ça, c'est quand même une chance. Évidemment, on ne refera pas un peuple en 5 jours, ce peuple que les élites euromondialistes se sont employés à détruire depuis 30 ans. Mais il va être possible de se remettre à travailler sérieusement sur le fond et dans la moyenne durée, et donc de faire des choses d'importance pour notre pays. Et ça, c'est vraiment une source d'espoir pour moi. Bon. On va finir sur cette touche d'espoir. Merci beaucoup Rémi Tel, et merci à vous aussi Jean-Yves Le Gallou d'avoir été parmi nous. On vous réinvitera très prochainement, parce que de toute façon il y aura beaucoup à dire dans les jours qui viennent. Merci beaucoup et à très vite à tous les deux.